Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonjour. Bonjour Marine, bienvenue sur ce compte. Avec grande joie, bienvenue dans mon salon, voilà. On est à Paris, dans l'appartement de Marine. Elle m'accueille avec tellement de chaleur et un beau mur de papillons. Autant vous dire que je suis en grande joie. Bienvenue à celles et ceux qui se connectent. Merci d'avoir accepté. C'est un immense plaisir. J'en profite pour demander aux quelques personnes qui sont en direct si elles entendent bien avec le micro. Mais normalement, oui. Je On pense teste que c'est un nouveau micro sans fil aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous mettre des petits cœurs ou nous mettre un commentaire pour nous dire si vous entendez bien Marine? Bienvenue. Oui, parfait, super. Génial, Merci génial. Elodie de ta confirmation. Alors vous le savez, sur ce compte, j'ai à cœur d'interviewer chaque mois une femme qui m'inspire, que j'aime profondément et qui rayonne sa lumière, son amour et qui incarne, à mon sens, le nouveau monde qu'on est en train de co-construire tous et toutes ensemble. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de donner la parole à Marine Brochard, qui est... Alors Marine, tu vas te présenter après, mais j'aime bien introduire les femmes qui acceptent de parler sur mon compte. Tu es coach et guide holistique maintenant, tu es enseignante de Kundalini Yoga, tu es aussi gardienne de cercle de femmes. On a d'ailleurs été formées par la merveilleuse Lucie Codias, toutes les deux, et c'est une pratique somptueuse dont je parle souvent sur ce compte. Et Marine, en fait, tu m'inspires énormément pour plein de raisons. On s'est rencontrés sur Instagram, donc ce réseau qu'on aime tant, et qui après permet de passer du digital à la vraie vie. Et c'est pour ça que j'aime d'amour ce réseau. Et de faire cette interview en vrai de vrai. Ça, c'est magnifique. Et du coup, je vous dis pourquoi, en quelques mots, Marine m'inspire énormément, parce que à travers son parcours, à travers tes différentes expériences, Marine, elles sont toujours plus rigolotes et farfelues les unes que les autres. Une des dernières en date, parce que je vais pas tout citer, tu vas nous en parler avec ce qui va te venir, mais ça a été ta retraite dans le noir. Alors ça m'a épatée. Voilà, c'était très beau de savoir comment tu l'as vécu et comment tu as traversé cette expérience. Voilà, tu fais toujours des expériences incroyables et tu prends le temps de nous le partager sur Instagram, sur tes réseaux, et merci beaucoup parce que ça nous inspire beaucoup. Et aussi, voilà, tu m'inspires beaucoup par ton éveil, ton réveil et tes prises de conscience que tu as au fur et à mesure de ton existence et que tu mets beaucoup de cœur à partager avec beaucoup d'authenticité aussi sur ce compte. Merci. Voilà. Et ton courage, enfin voilà, je vais pas passer 10 minutes, mais ce qui me vient aussi, quand je veux te présenter, c'est ton courage d'aller chercher aussi dans tes ombres, parce que nous sommes des êtres humains par définition duels, même si on travaille pour s'élever, élever notre conscience, élever notre âme, mais on a des parts d'ombre et des parts lumineuses. Et toi, tu as le courage d'aller chercher dans tes ombres pour les transformer, les transmuter en lumière. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, je suis heureuse de t'accueillir ici, Marine. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Et merci à ceux qui sont connectés. On sait que c'est un jour et un horaire où tout le monde travaille, mais... Et oui, en fait, Cécilia était à Paris exceptionnellement, donc on en a profité et on s'est dit que vous suivriez en replay aussi ce live et cet échange qu'on va avoir toutes les deux. Donc merci à tous. Merci beaucoup. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup de m'avoir proposé. On en a parlé il y a déjà quelques temps et j'attendais ce moment avec impatience. Et puis, ravie de partager ce moment avec vous aussi. On va parler de sujets, je pense, très intéressants. Peut-être qu'on gardera le plus croustillant pour la fin, à savoir l'enjeu de cette élection de ce week-end. Parce que tu as travaillé, Marine, plusieurs années en politique à Paris. Ouais, tout à fait. Donc, j'avais très à cœur de parler de ce sujet aussi, qui est important et parce que le premier tour a lieu dimanche. Exactement. Voilà.
En fait, maintenant, j'aime bien me présenter sans plus aucune étiquette, mais je vais vous partager peut-être rapidement mon parcours. Donc, du coup, j'avais envie de reprendre la présentation que je t'ai donnée par écrit parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup en ce moment. Je dis exploratrice et amoureuse de la vie et du vivant parce que c'est vraiment ça qui me caractérise, c'est d'aller chercher, d'aller fouiner, d'aller regarder partout, de rencontrer, de découvrir, de partager sans aucune limitation. Je veux sortir de tous les carcans, tu vois, de tout. Je pense que je suis une journaliste dans l'âme et j'aime bien aller, passer 2 jours par-ci, 3 jours par-là. Je suis très curieuse, je pose beaucoup, beaucoup de questions. Et donc ça, c'est ce qui me caractérise, on va dire, dans mon essence. Après, là, concrètement, dans ma vie actuelle, je suis effectivement coach et j'accompagne les personnes à se reconnecter tout simplement à ce chemin que j'ai fait moi aussi, de se reconnecter à cette part à l'intérieur de nous qui est justement au-delà de tout conditionnement, au-delà de toute limite. Donc de se reconnecter à cette puissance en fait qu'on a à l'intérieur de nous, à cette joie, à cet amour. Ça, c'est vraiment ce qui me guide. Et comment j'en suis arrivée là? Eh bien, effectivement, j'ai eu une première partie de vie toute tracée. Voilà, j'étais bonne élève et donc j'ai suivi la route. J'avais quand même, je pense, au fond de moi déjà ce désir de servir l'humain, de servir le collectif. Et donc, j'ai eu envie d'aller creuser un peu plus le monde politique. Et juste après mon diplôme en sciences politiques, j'ai obtenu le premier poste et le seul, mais il a duré 4 ans, où j'ai travaillé pour une élue, pour une maire ici à Paris. Ça a été un job très intense, j'étais toute jeune. Quand on est une femme, quand on est jeune comme ça a été inspirant, mais assez bouleversant sur pas mal de points, mais ce qui fait très formateur. Et ce qui fait que je connais quand même le milieu politique de l'intérieur. Et on reviendra du coup peut-être sur ce sujet après, mais c'est clair que j'ai mon mot à dire, oui, de par cette expérience que j'ai eue. Et voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation pour l'instant, même s'il y a encore plein de choses à dire. Merci Marine pour cette présentation de toi, de ce qui t'anime et qui te guide. J'en profite pour vous dire à ceux qui sont en live et celles qui sont en live, n'hésitez pas à poser si vous avez des questions pour Marine. Je regarderai en même temps les commentaires, donc n'hésitez pas, si vous avez une question particulière ou plus large, à l'écrire dans le chat. Voilà. Donc Marine, tu as du coup fait le saut de la foi, comme tu l'appelles, et comme le dit aussi notre chère Lulumineuse. J'adore cette expression en fait. Tu as créé donc ton entreprise autour du coaching individuel, collectif, autour des cours et des séances de Kundalini Yoga, des chants de mantra. D'ailleurs, on va parler d'un événement que tu organises extraordinaire bientôt pour les Parisiens, les Parisiennes ou ceux qui sont de passage à Paris. Tu organises, tu facilites des cercles de femmes aussi, des cercles de parole et d'écoute. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivée là? Qu'est-ce qui t'a donné cet élan en fait de changer de vie? Hâte d'entendre ce que tu as à dire. Avec joie. Comment j'en suis arrivée là? C'est vrai que j'avais envie qu'on utilise ce terme de saut de la foi parce que je pense qu'on va toutes et tous être amenés à le vivre à un moment ou à un autre là, dans la période actuelle qu'on est en train de traverser ensemble. Comment j'en suis arrivée là? Je dirais que j'ai fini par écouter la petite voix à l'intérieur de moi qui se manifestait pas mal. J'ai la chance qu'elle se manifeste aussi dans mon corps, donc ça m'aide beaucoup parce que dès l'instant que j'ai des mots MAUX physiques, je vais facilement aller regarder quand même ce qu'il peut y avoir derrière. Et ça, je l'ai eu pendant tout mon parcours en politique. Ce qui m'a fait tenir, entre guillemets,
c'est ce cheminement que j'ai pu avoir avec les médecines alternatives. En fait, puis je vous l'ai dit, je suis très curieuse, donc je suis allée voir pas mal de personnes, même jusqu'aux chamans, astrologues et autres, mais pour vraiment comprendre ce qu'il pouvait y avoir derrière. J'ai appris beaucoup à me connaître aussi pendant cette période-là, du coup. Et petit à petit, j'avais cette voix qui me disait que ça faisait plus totalement sens, ce milieu-là de la politique, que je trouvais que je n'œuvrais pas dans mon plein potentiel et dans ma pleine lumière, que je me sentais enfermée dans ma manière d'œuvrer. Même si je suis très heureuse d'avoir pu participer à mon niveau, et comme c'est au niveau local, il y avait des vraies répercussions. Mais voilà, je sentais que comme un petit oiseau dans sa cage, quoi, je me sentais un peu étriquée. Et donc, il y a cette voix qui pour moi est plus forte que tout le reste. C'est-à-dire que quand vraiment on accepte de l'entendre, et ça demande du courage, parce que moi concrètement, ça me demandait de tout quitter, de quitter ce confort-là, cette assurance, ce salaire, ce milieu qui pouvait un peu en faire rêver plus d'un à une époque, bon plus trop maintenant, mais Bien sûr. Ça demande du courage. Et donc, comment j'ai fait il y a eu un moment où j'ai dit stop, ou en tout cas, j'ai senti cet élan-là, et j'ai accepté ce saut de la foi, c'est-à-dire de ne pas savoir forcément ce qu'il va y avoir après. Tu sens l'élan, tu te jettes, tu y vas, et tu as la foi de ce qui va arriver après. Et en fait, c'est clairement ce qui s'est passé, parce que j'en parle souvent, tant c'est quand même fou, mais j'ai démissionné. Et puis, une semaine après, je partais en Afrique, au Rwanda. Et c'était pas prévu? Alors, si, j'ai démissionné pour cette raison-là. Entre autres, en tout cas, j'avais ce projet en tête qui m'appelait humanitaire, qui m'appelait depuis longtemps. Et donc... Mais tu savais pas ce que tu allais faire au retour du Rwanda. Exactement. En fait, je me suis dit, bon, on va aller creuser l'humanitaire. Peut-être que je vais avoir une révélation, peut-être que je rentrerai jamais, mais j'y allais quand même dans le flou, hein. C'est vrai que je savais pas. J'y allais un peu pour me réoxygéner, me débrancher des 4 années un peu intenses que j'avais pu vivre. Et donc, je saute, je démissionne, donc je n'ai pas le chômage. Enfin, il y a aussi les questions financières, je sais, qui peuvent intéresser. Et puis, le Rwanda, sans beaucoup de suspense, m'a pas mal transformée de l'intérieur, parce que j'ai été coupée de ce qui peut peut-être un peu nous ramollir dans notre société, en termes de société de consommation, en termes de tout ça. J'étais quand même bien loin du marketing, de la pub. J'étais vraiment dans une petite ville quand même au Rwanda. Donc ça m'a coupée de tout, tu vois, de tout notre mode de vie dans lequel on est un peu, on est habitué, on est en pilote automatique et on fait plus attention, tu vois. Et là, ça m'a permis de m'extraire de tout ça et de me poser et de réfléchir. Et là, j'ai réalisé que je voulais plus retourner dans le milieu politique, mais je savais pas. Franchement, quand j'étais au Rwanda, c'était le flou total. Je savais pas vraiment où est-ce que j'allais aller après. Et puis quand je suis rentrée en France, très vite, il y a eu le confinement. Et de là, donc j'ai choisi d'aller le passer à la campagne chez mes parents. Et de là, j'ai passé énormément de temps à me former. En fait, toutes les portes se sont ouvertes à moi sans que je le demande, sans que je le cherche. J'avais la disponibilité pour, forcément, puisque j'avais pas d'activité professionnelle à ce moment-là. Et c'est là où toutes les rencontres se sont enchaînées à une vitesse dingue. Et où j'ai pris la décision de me former au coaching, de me former au yoga. Tout s'est mis bout à bout comme des petites perles là sur un collier. Je regarderai si les questions. Ouais. Et du coup, ce saut de la foi, c'est qu'effectivement après, j'ai eu la chance, tu vois, tout s'est déroulé après, j'ai eu la chance quand même d'obtenir le chômage.
j'ai défendu mon dossier, mon cas, et voilà, et c'est passé, j'ai obtenu. Donc finalement, la question financière, en tout cas pour un temps, n'était plus un sujet. Et donc j'ai vraiment pris ces 2 ans, à la fois pour me former, pour cheminer vraiment, pour avancer sur mon éveil et mon chemin spirituel, et puis pour monter aussi mon entreprise, donc t'en parlais. Pour me développer sur les réseaux, j'ai pris le temps de pas du tout d'être dans une stratégie marketing, de rien du tout, juste d'être dans le cœur et de partager, comme tu le disais, mes expériences, mes découvertes. Voilà, de me montrer vraiment telle que j'étais, parce que pendant toute ma période en politique et puis avant mes études et autres, je montrais qu'une facette de moi. Et c'est ça qui m'a le plus, qui bouillonnait un peu à l'intérieur, c'est cette envie de me montrer sous toutes mes facettes, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et ça, on pourra en revenir, parce qu'il y a le sujet du regard de l'autre qui est quand même très important et qui freine beaucoup de personnes. Moi, il y a encore eu cette petite voix, cet élan, cette flamme, on l'appelle comme on veut, qui était plus forte que tout le reste, qui m'a poussée à oser me montrer face à mes amis de politique de l'époque, face à mes parents, face à ma famille. Et maintenant, ça me fait un bien fou, parce que j'ai plus à mettre de masque devant tel ou tel... Et ça, c'est le cadeau ultime. Que tu t'es fait. Ouais. Merci Marine pour cette explication, pour cette traversée. Alors on te dit, mon binôme, ton histoire me parle. Son histoire me parle, donc merci. C'est vrai que ça fait... ça peut faire écho, ouais. Ça peut faire écho, certains passages de ton histoire. C'est pour ça que j'ai à cœur de te donner la parole, parce que faire le saut de la foi, on est beaucoup à vouloir le faire. Et ouais, comme je disais, et je pense que tu t'es d'accord avec moi, c'est vraiment d'actualité là en 2022. On est amené à faire ce saut de la foi dans tous les domaines de nos vies, à des moindres niveaux, à des plus grands niveaux. Cette élection de ce week-end, c'est le saut de la foi, clairement. Oui. Et donc... Mais aussi à un niveau parfois personnel, parfois professionnel, des choix de vie, peut-être de déménagement. Enfin, il y a tout depuis 2 ans, tous les verrous ont sauté, en fait. Tout nous y pousse. Et c'est vrai que... il y a aussi, forcément, il y a cette notion de l'attachement qui peut rentrer aussi en ligne de compte. Il y a plein de notions, si vous voulez que je développe plutôt une qu'une autre, mais forcément, ça demande de lâcher. On en parlait en off avec Cécilia, il y a la notion du deuil, forcément. Ça demande des petites morts à soi, à des parts de soi qui sont peut-être plus alignées, tu vois. Et donc, oui, il y a cette notion de détachement, il y a cette notion de se séparer de ce qui, à un moment, et d'oser le voir, de ce qui ne nous correspond plus. Et je dis d'oser le voir parce que on a tendance, et c'est notre société qui le veut, à être en pilote automatique, à plus s'extraire, et parfois la méditation peut aider, tu vois, juste à prendre de la hauteur, à s'extraire et à voir à quel point on peut être un peu lobotomisé, entre guillemets. Bien sûr. Donc le saut de la foi, c'est pour moi, bon après je suis ascendant Verseau, donc mais pour moi c'est la libération, quoi. Merci Marine. Et du coup, toi, tu disais, ton corps te parle. Quand tu as des maux, des MAUX, des douleurs physiques, tu sais que ton corps te dit, là, tu n'es pas à la bonne place, Marine. Et donc, t'incites à changer quelque chose. Ça peut passer par quoi d'autre, sinon, pour aider peut-être aussi ceux qui nous écoutent? Je pense qu'effectivement, on est tellement de la tête dans le guidon, parfois, qu'on n'entend pas compte. Et qu'on veut pas entendre. Alors, déjà, ce qu'il faut... Pour se rassurer, entre guillemets, même si je sais pas si ça rassure beaucoup, mais c'est que dans tous les cas, la vie va finir par ce qu'on comprenne son message, tu vois. Donc si on le comprend pas d'un côté, elle va y aller crescendo. De plus en plus fort. Idem à l'échelle collective, on en parlait, on se disait en off, qu'est-ce qu'il va bien falloir pour qu'à l'échelle collective, on comprenne. C'est pareil à l'échelle individuelle. Donc, au début, la vie, elle y va très soft. Elle nous met des rêves.
elle fait tomber là dans notre tête des petites graines, tu vois, des élans, ah là là, si jamais j'avais cet argent et que je pouvais faire, tu vois. Bon, mais nous, on se freine avec notre mental, avec l'argent, avec tout ça. Mais elle commence par des petites graines. Et puis, on n'entend pas ces petites graines parce que... et c'est légitime, hein, je dis pas, mais parce que, ben voilà, on a des factures à payer, j'entends souvent. Les crédits. Voilà. Et puis... ben ouais, c'est vrai que moi j'ai tendance à dire que le corps parle, mais voilà, on peut parfois ne pas entendre, juste d'avoir, tu vois, le ventre ballonné et on se dit ah ben j'ai mangé, bien sûr que tout est lié, mais parfois le ventre ballonné ça peut avoir d'autres significations. C'est là que la naturopathie peut aussi être intéressante ou d'autres choses. Et moi, ça a beaucoup parlé au niveau de mes reins. J'ai eu 2 infections du rein. Et le rein, c'est un organe, c'est notre socle vraiment. C'est la source de notre énergie. Vraiment, c'est nos racines, c'est le lien à nos ancêtres, c'est le lien à nos peurs. Vraiment, les reins, ils sont hyper, hyper, hyper importants. Et donc, C'est venu toucher tes fondations, en fait. ma base. Ta base. Ouais, clairement. Et de là, bah, on a fait quelques échographies et tout. J'ai bien vu que mes reins allaient très bien en soi, tu vois. Donc, c'est là où je me suis dit, bon, il y a un message qui veut m'être transmis. Donc, sinon, si ça passe pas par le corps, ça peut passer aussi par, tu vois, des synchronicités, donc des rencontres. Donc, bah, je sais pas, on va tomber sur quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des années et qui va nous dire tiens, j'ai lu tel bouquin, ce serait bien que tu... Ça peut être un bouquin, ça peut être un film, ça peut être... voilà, ça, c'est les choses les plus cool, entre guillemets. Et puis, ben, quand on n'entend pas, ou parfois parce que la personne a besoin de vivre ça aussi, et ben, ça peut être un décès, ça peut être ce genre de choses, une maladie, pour réveiller la personne. On peut être réveillé de plusieurs manières. Après, c'est ce qui est juste pour la personne. Bien sûr. On est tous différents. Ouais. Ouais. Merci Marine pour cette réponse. Et du coup, ce que je voulais te demander, que je m'étais noté comme question aussi, c'est comment tu fais pour arriver à sortir de ta zone de confort. C'est un peu la suite de ce que tu vas nous partager. Et qu'est-ce que ça te procure? Quel effet ça te fait dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit, quand tu arrives à sortir de cette zone de confort? Et c'est pour ça que tu fais des expériences de sortie de zone de confort. Je parlais de ta retraite dans le noir, mais tu en fais d'autres. Voilà, comment tu fais? Ben, en fait, limite, ça devient un peu addictif. Tu vois, c'est quelque chose que j'essaye d'entretenir parce que ça me rend tout simplement vivante. C'est le mot que je dirais, c'est-à-dire que après ça, je pense que j'ai vraiment ça dans mon ADN et dans mes tripes. Je n'aime pas être enfermée dans quoi que ce soit. Je n'aime pas être limitée. Je n'aime pas être étiquetée. Marine, et longtemps je l'ai été, hein. Mon Dieu, Marine, elle est comme ci, comme ça. On me mettait bien dans des cases. Et plus j'ai cultivé ces sorties de zone de confort, plus c'est venu péter comme ça toutes ces cases et tous ces carcans. Donc déjà, ça me fait un bien fou. Je pense qu'au début, c'était peut-être pour me prouver à moi-même, tu vois, que j'en suis capable et que je suis pas cette Marine-là qu'on veut bien croire. Et en fait, après, ouais, je ressentais juste tellement de libération et ouais, donc de me sentir multiple, pleine, capable de tout. Enfin, tu vois, il y a un côté vraiment... et effectivement, ben oui, la retraite dans le noir, ça en faisait partie. C'est vrai que ça m'intriguait. Dans ces moments-là, dans mes sorties de zone de confort, j'ai la chance que mon mental rentre pas trop en ligne de compte, donc du coup il se met en copilote. Voilà. Il se met sur la coudoir, mais il pilote plus. Bah ouais, écoute, je pense qu'il y a cette justement là, ce dont je vous parlais, cette énergie à l'intérieur qui prend toute la place et qui remet bien le mental au bon endroit.
Et donc, je suis curieuse, dans la mesure du possible, en tout cas quand c'est les premières fois. Je dis souvent que j'adore les premières fois parce qu'il n'y a pas d'attente, tu vois. Donc, dans la mesure du possible, la première fois, il n'y a pas d'attente et ça, c'est la clé. Et j'essaye de le cultiver après pour les deuxième, troisième et autres fois. C'est de jamais avoir d'attente parce que sinon, on projette et on est frustré, on est déçu. Donc, donc voilà, ouais, les sorties de zone de confort, ça élargit le champ des possibles, ça ouvre. J'en parlerai aussi après pour ce que je voulais vous dire sur la politique, mais ça permet juste de sortir de ce qu'on croit possible avec notre petite vision du monde étriquée. Ça ouvre. Ça ouvre et ouais, et ça rend plus libre, ça rend vivant. Et, et souvent, c'est les peurs et c'est notre mental qui nous restreignent dans un cercle. Et on dit souvent que la zone de génie, elle est au-delà de la zone de confort. Mais tout simplement, on a été habitué à rêver petit, à se penser petit, à se contraindre. Et donc, notre zone de génie, on n'y va pas, on en n'y fait. va pas, on n'y a pas accès. Alors du coup, on parlait du fait que tu es démissionné, tout plaqué, et que tu sois parti en mission humanitaire au Rwanda. Qu'est-ce que t'as apporté cette expérience au Rwanda? J'ai envie que tu nous expliques un petit peu quand même. Ça, c'était une sortie de zone de confort. Ça, c'était une sortie de zone de confort, mais à la fois, c'est ça que j'adore dans ma vie, c'est comme si il y avait quelque chose qui m'avait pas laissé le choix, tu vois. C'était un choix, mais à la fois, il n'y avait pas de doute, c'était... Comme si tu étais poussé, il y avait un élan. Ah ouais, c'était fou. C'était le tapis rouge qui se déroulait pour moi et c'est dans ces moments-là d'ailleurs où on sait, c'est quand même ce que je dis, c'est que il faut quand même que ce soit fluide, simple. C'est ces critères-là qui montrent quand même qu'on est au bon endroit. Et donc, j'arrive au Rwanda et honnêtement, les premiers jours, parce que c'était la première fois que j'allais dans ce type de pays-là et que je me confrontais vraiment au niveau confort à couper tout, tout ce qui peut être notre luxe quand même d'occidentaux et on n'en a pas forcément toujours conscience, mais... Donc ouais, premier jour un peu qui me demande vraiment une réadaptation avec des douches parfois froides, le ballon d'eau chaude où en gros je vivais avec d'autres profs de l'école et j'étais en fait limite la seule à tirer sur le ballon d'eau chaude parce que j'étais la seule à prendre des douches chaudes. Donc à un moment, ça amène juste à revisiter nos habitudes, tu vois. Et donc, il y a eu toutes ces petites choses-là de la vie courante. Et en fait, non, moi tout de suite, j'en parle souvent. J'ai cette connexion avec les enfants très, très forte. Et tout de suite, ils m'ont rempli d'un amour. Je me souviens, après, il y a l'effet blonde, blanche et compagnie. Hein, donc, j'arrivais dans la cour, j'avais l'impression d'être un aimant, quoi. Et ils arrivaient tous, mais du coup, il y avait un amour. Et je pense que c'est ça. Ça a été des rencontres simples, des rencontres authentiques. Même si, ça c'est un autre sujet, mais il y avait quand même la question de l'argent là qui est venue se poser autrement, c'est-à-dire que là pour le coup ils peuvent eux faire des projections et ils peuvent avoir des attentes par rapport à l'argent, donc ça m'a amené à en parler très clairement avec eux, donc ça a amené aussi des super discussions. Mais en tout cas, ouais, je dis toujours que ça m'a reconnecté à l'essentiel, ça m'a reconnecté au cœur. Parce que c'est bateau de dire ça, mais parce que quand on n'a rien, et en fait, leur plus grande richesse, c'est leur cœur. Et tu vois, franchement, ils m'auraient donné tout. J'ai parlé dans l'interview écrite de cette fameuse petite fille. Oh,
Quand... à qui tu as payé un tour de bateau parce que c'était la sortie scolaire et Voilà. elle n'avait pas assez de centimes. Voilà, Ça se comptait en centimes c'était très peu. pour se le payer. Et moi, c'était l'équivalent de comme si je donnais 50 centimes. Et en fait, bon, déjà, quand j'ai vu rien que son sourire, sa joie, tu vois, ça m'a rempli le cœur. Et puis après, elle m'en a été tellement reconnaissante. Elle me faisait des dessins tous les jours. Elle me glissait des petits mots dans mon sac. Elle était tout le temps en train de me faire des câlins. Elle m'a beaucoup touchée parce qu'elle avait rien. Pour le coup, cette petite, c'est vraiment l'exemple de, bah voilà, elle avait rien et elle me donnait tout son cœur. Elle avait un gâteau, elle me le donnait, alors que peut-être que, je sais pas, peut-être qu'elle mange pas suffisamment mais elle me donnait tout ce qu'elle pouvait me donner, tu vois, et c'est ça qui m'a bouleversée en fait. Et puis après l'histoire de ce pays avec le génocide qui s'est reconstruit quand même très vite une vingtaine d'années. Donc il y a eu tout ça. Je pense que je suis pas allée au Rwanda par hasard. Pour moi, c'est le cœur de l'Afrique, ce pays. Donc ça m'a connectée au cœur, quoi. Et à ton cœur. Et à mon cœur, ouais. Ah, c'est beau quand tu dis que ça t'a reconnecté à l'essentiel et du coup tu le gardes et tu ne l'as pas perdu depuis ton retour. Ouais. Et après, tu t'es formée au coaching et tu t'es aussi formée en Kundalini Yoga. Ouais. C'est vraiment une pratique que j'affectionne aussi personnellement. Je ne me suis pas formée pour animer des cours, mais j'en fais plusieurs séances par semaine. Donc je sais de quoi tu parles et je sais que la formation, elle est très challengeante, très difficile. Une des formations les plus difficiles, notamment, avec plusieurs kriyas, donc des enchaînements de postures à faire tous les matins, à l'aube, ou avant le lever du soleil même, pendant une heure, ou parfois 1h30, si on a le courage de faire des postures plus longtemps, pendant presque 1 an, tous les matins. Je sais que c'est très challengeant. Voilà, ça, c'est l'invitation. Voilà. Après, chacun aussi fait comme il veut, comme il peut, selon sa fatigue et ses envies, etc. Qu'est-ce que ça te donne, qu'est-ce que ça te procure ce Kundalini Yoga et qu'est-ce que tu essayes de transmettre quand tu l'enseignes? Bah, déjà, il m'a aussi accompagnée sur ce chemin d'autorisation, de prendre sa place et de sortie de zone de confort parce que clairement, la première fois que je suis arrivée dans ce lieu, donc dans le Vercors, c'était pas tout de suite pour la formation, c'était juste pour un premier stage, un peu de teasing et de mise en bouche. Et là, clairement, j'ai été confrontée toute la semaine à que des sorties de zone de confort et en fait... ça m'a réveillée, quoi. Comme je disais que ça me rendait vivante, je suis ressortie de là, j'étais plus vivante que jamais. Et avec une fierté d'avoir fait des choses que jamais, au grand jamais, je me serais pensée capable, tu vois. Autant, moi, j'en fais des petites sorties de zone de confort, mais là, quand t'es poussée par l'énergie du groupe, par les enseignants, par les mentors, donc... Parce qu'il y a des postures qui peuvent être très difficiles. Oui. Et puis, ce que j'apprécie dans cette école-là, c'est qu'au-delà vraiment de l'enseignement du yoga en tant que tel, il y a beaucoup d'expériences de dépassement de soi qui sont au-delà du yoga. Et moi, c'est le mix des deux que j'aime bien, vraiment, voilà, avec cet enseignement-là. Mais effectivement, si on s'en tient vraiment au Kundalini, c'est un yoga qui est challengeant parce que le but, un peu, c'est justement de venir déverrouiller de venir chanter le mental un peu. Donc, et du coup, de l'ego, tout ça, donc de venir amener cette énergie-là qui est au niveau du nombril, qui est cette énergie de la Kundalini, cette énergie de vie, de la faire remonter et pour ça d'enlever tous les barrages qui peuvent empêcher qu'elle remonte. Et donc forcément l'ego au début il aime pas, hein. Clairement il aime pas qu'on vienne le mettre à sa place. Il préfère nous garder dans la zone de confort. Voilà. Et ouais, c'est ça, il préfère nous garder dans notre confort, nous garder petits. Et puis il aime bien après toutes ces choses, le jugement, la comparaison, c'est un analyste, quoi. Il a besoin d'être rassuré, il est là pour notre survie et donc
Bah oui, forcément, l'ego au début, les sadhanas le matin, les 40 jours, tout ça, il aime pas. Et puis même tenir des postures, alors en formation, on peut les tenir 30 minutes. Parfois, ben, en fait, le mental, il y a un moment où tu es obligé de passer au-delà. Parce que sinon, ton mental, forcément, tu peux pas tenir 30 minutes une posture, c'est pas possible. Mais ce qui est fou, et je l'ai expérimenté, c'est quand tu passes dans cet autre espace-là, bah déjà c'est immense, c'est fou. Et puis C'est sur le plan de l'âme, on peut dire ça ouais, comme ça. oui, c'est au-delà, c'est dans des corps beaucoup plus subtils, ouais, c'est au-delà du corps mental, au-delà du corps émotionnel, ça demande voilà de dépasser ces barrières-là et on rentre ouais dans le corps de l'âme, le corps bouddhique, tout ça, c'est des termes après qu'on apprend en formation, mais on tombe dans un autre espace et là, bah, on touche à notre soi véritable, Mm. on touche à notre grandeur, on touche à notre puissance. Et ce que j'aime dans le yoga, mais dans d'autres choses qui peuvent passer par le corps, c'est que quand on l'a expérimenté dans ces cellules, plus jamais ça repart. Mm. Quand on a expérimenté sa puissance, sa grandeur, quand on a expérimenté la confiance en soi, l'amour au plus profond de ses cellules, Mm. plus jamais ça peut repartir. Alors que quand on lit des bouquins, que ça peut rester encore trop mental, là ça peut repartir, ça va, ça vient. Mais quand c'est engrammé dans les cellules, Mm. alors là, c'est ça qui est magique. Mm. Oh, super, merci Mm. Marine pour cette explication du Kundalini Yoga qui est, on dit que c'est le yoga de la transformation et de Ouais, l'éveil ouais, de de la l'éveil de la conscience. conscience, ouais, parce que... Et quand tu l'enseignes, Mm, tu vois cela parfois chez les personnes ou des prises de conscience à la fin des ouais, cours. ouais. Effectivement, tu me demandais comment je l'enseignais. Ben, je l'enseigne avec ce que je suis. Je l'enseigne avec, ouais, je l'enseigne avec mon cœur. Je suis pas du genre à être trop, justement, trop. J'aime bien pousser, j'aime bien challenger, mais voilà, c'est pas l'armée. Mes Tu cours, t'adaptes je aussi m'adapte aux complètement. personnes et aux... Et ce que j'aime, c'est que ça fait effectivement rentrer dans un espace. J'aime bien le faire découvrir pour les premières fois, tu vois, où là, je sens que les personnes côtoient un espace qu'elles avaient jamais vu, tu vois, d'elles-mêmes. Et du coup, ben, les retours que je peux avoir, tout simple, c'est déjà, c'est de la détente, Mm. ouais, de la prise de recul, c'est au niveau émotionnel, moins d'agitation, plus ouais, d'équanimité, plus de paix. Plus de paix, Mm. ouais, c'est ça, principalement les retours que je peux avoir. Et puis, ben, forcément, plus on le pratique après, plus il y a aussi ces rencontres avec l'ombre, hein, clairement, qui sont permises par le Kundalini quand on accepte d'y aller et de vraiment avoir une pratique ben, challengeante. La Kundalini, ça peut aussi réveiller la colère, hein, donc Mm. c'est le feu aussi. Donc, Tout ce qu'on a enfoui en ouais, fait. Mm. ouais, complètement. Tout ce qui est un peu cristallisé par la respiration, c'est un yoga qui utilise beaucoup une respiration assez dynamique. Donc un peu comme un Karcher, hein, ça va venir Mm. aussi refaire remonter des choses. Donc c'est engageant, ça demande ben, de le faire avec des personnes de confiance, clairement, mais les résultats à la clé sont beaux, sont forts. Magnifique. Mm. Mm. Tout à fait, je confirme. Je voulais du coup aussi te parler, enfin que tu nous parles de ton coaching, des ateliers que tu as pu Ouais. proposer en individuel mais aussi en groupe avec Mm, des thèmes que j'ai trouvé très mm, inspirants, comme alors tu as fait un atelier sur les fausses croyances, ouais. un autre sur les émotions et un justement sur la mise en lumière de nos ombres Mm, qui devait être très challengeant ouais. j'imagine. Ouais. Et tu arrives à allier théorie, exercice pratique et puis questions-réponses ensuite. Mm, mm, Ce mm. que je voulais te demander, c'est comment déjà te viennent ces thèmes
est-ce que tu les as déjà expérimentés par toi-même d'abord pour les proposer en atelier? Toujours. J'imagine. Toujours. Et c'est en ça que je disais au début que j'ai pas pour l'instant en tout cas, ça se met en place, mais que j'ai pas de stratégie marketing ou quoi que ce soit parce que c'est vraiment mes élans de cœur. Un de mes tout premiers ateliers, c'était sur les émotions parce que ça me semblait clé de comprendre les messages que peuvent nous transmettre nos émotions, de comprendre qu'elles sont pas tabous, de comprendre l'intérêt de la colère, l'intérêt de la tristesse. Ce qu'elles viennent nous apprendre voilà. en fait, sur nous-mêmes. Parce que c'est vrai que tu me demandais comment, si c'est pas par le corps, comment clairement par les émotions. Clairement, mais ça on veut pas l'entendre. On refoule la tristesse, on refoule la colère, on veut pas trop accepter notre joie, parfois aussi, tu vois. Donc je dirais, clairement les émotions. Donc il y en a eu un sur les émotions, il y en a eu un qui, j'ai envie de dire, est tellement d'actualité là en ce moment. C'était sur les croyances et c'était sur qu'est-ce que la réalité. Donc qu'est-ce que la réalité vue par nos yeux physiques et qu'est-ce que la réalité au-delà de ce que nos yeux physiques veulent bien nous montrer. Donc alors là, cet atelier, ils sont tous d'ailleurs, pour beaucoup en tout cas en replay sur mon site. Si jamais ça intéresse quelqu'un, allez-y sur le site marinebrochard.com. Et le dernier en date, tout ça, comme je disais, c'est des choses que c'est soit des prises de conscience que j'ai eues où je me dis mais je peux pas ne pas le partager, tu vois, soit des cheminements que j'ai fait moi et que j'ai à cœur d'offrir pour ceux qui ont le courage de le faire. Et donc notamment sur l'ombre, on était vraiment en petit comité parce que j'ai vu à quel point en plus je l'ai proposé à une période, alors je sais plus ce qu'il y avait au niveau collectif, mais c'était très challengeant. Déjà au niveau collectif. En début d'année en fait. Donc avec, oui, énergétiquement c'était liberticide. Et donc j'ai amené vraiment, il y avait une partie théorique, mais après je leur ai proposé un exercice pratique et elles ont joué le jeu pour vraiment aller nous montrer une part de leur ombre, tu vois. Et c'était très beau parce qu'on s'aperçoit que dès l'instant où on la regarde, cette ombre, où on l'accueille, où on l'embrasse, où on lui montre qu'on l'a vue, déjà, elle prend moins de place. Et en fait, et même pour moi, déjà, j'ai envie de dire, le chemin n'est jamais terminé. C'est clair et net. Et c'est ce qui est beau et c'est ce qui permet de garder une certaine humilité parce que sinon on se croirait arriver tout le temps, tu vois. C'est le chemin d'une vie ou de plusieurs vies. De plusieurs. Et au niveau de l'ombre, tu vois, j'ai pris conscience de certaines choses là en début d'année. J'en ai parlé notamment dans un podcast avec une amie. Tout ça, c'est sur mon compte. Mais le podcast Gourou. Gourou, voilà. Gourou, c'est l'ombre et Uru, la lumière. Voilà. Donc de l'ombre à la lumière. Et donc, j'ai partagé vraiment de cœur à cœur toute cette expérience et toutes ces prises de conscience de comment, de mon ombre, j'ai pu aller vers la lumière. Et notamment, je parle parce que c'est mon cheminement personnel de début d'année, de ma relation aux hommes et de ce dont j'ai pu prendre conscience en termes d'ombre qui a pu avoir des impacts sur mes relations amoureuses et autres. Et tout ça, de reprendre sa responsabilité, de plus se placer en victime et d'oser aller regarder pourquoi j'attire ça, en fait. Voilà, là où à mon endroit, oui, je suis clairement responsable de ça aussi. Et comme toujours, c'est libérateur en fait, parce qu'on arrête d'accuser l'extérieur, on arrête de quémander, tu vois, mais de quémander avec le manque en fait. Ça remet encore une fois dans son pouvoir, dans sa puissance, ouais. C'est quoi en fait? C'est aller voir nos schémas répétitifs pour en prendre conscience, les regarder et pas les enfouir. Et leur dire ok, je t'ai vu, j'ai conscience que j'agis comme ça, que ça revient, et du coup de couper après pour ne plus reproduire. Comment le processus en fait? C'est en ça où parfois, c'est ce que je dis, c'est là où le coaching est vraiment intéressant parce que, et moi-même je l'expérimente pour moi, c'est dur de faire le chemin seul, voire parfois impossible parce que
c'est une identité, on s'est construit avec ça depuis 30, 40, 50 ans. Donc forcément, encore une fois, on parlait de l'ego, il veut pas qu'on change, il croit qu'on va mourir. Donc lui, il est là pour notre survie, donc clairement, il veut pas. Donc ça demande, ça demande d'être accompagné. Et donc oui, ça demande d'aller regarder ce schéma répétitif. Pourquoi il est répétitif? Pour qu'on le voit au bout d'un moment. Et ça demande de changer, donc c'est au niveau des croyances. Donc moi après j'ai travaillé beaucoup avec les neurosciences aussi et la physique quantique, donc on comprend que c'est même une chimie, hein, une biologie dans le cerveau, et donc ça demande d'aller regarder la croyance qui nous nuit, qui ne nous sert pas, et d'aller voir ensuite, d'aller cheminer vers une nouvelle croyance beaucoup plus porteuse, mais de l'engrammer dans le corps et dans les cellules, sinon et effectivement ça demande une certaine discipline. Moi j'ai jamais été trop une fanat de la discipline, parce que je disais que oui, la valeur liberté elle est très forte pour moi, mais j'en reviens quand même, et notamment je vois l'importance du Kundalini, d'enchaîner les kriyas et autres, parce que ça demande une régularité, et une croyance, on parle souvent de 21 jours. 21 jours, c'est que les prémices et c'est que le début. 40 jours, c'est mieux. 120 jours, c'est encore mieux. C'est-à-dire que le cerveau, il a besoin de répétition pour ancrer les choses. Donc après, ça demande de passer à l'action et de tenir sur la durée. Merci Marie. J'en profite aussi pour vous dire, si vous voulez poser une question à Marie, n'hésitez pas. Je vois que oui, parce qu'alors moi vous connectez, mais n'hésitez pas, pour les nouveaux qui viennent de se connecter, à poser une question à Marine, ou même les replayers, si vous voulez poser une question et vous taguez Marine, et peut-être que tu pourras y répondre. Carrément, après oui, le live. Oui. Moi, je suis une pipelette, je peux parler des heures, mais je serais surtout ravie de pouvoir avoir des échanges. Peut-être qu'on en aura après. Alors, tu parlais de passer à l'action. Et c'est vrai que là, on est rentré officiellement dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau, par opposition à l'ère du Poisson. Donc, c'est une ère où prime le collectif, l'entraide, la collaboration, la co-création, le respect de la terre et du vivant, la relation avec tous les règnes. Comment tu penses que chacun, déjà à notre niveau, on peut incarner ça dans notre quotidien ou dans notre vie? Comment incarner cette nouvelle ère et ces nouvelles ces valeurs, en fait, par opposition à tout ce qui est individualisme, la hiérarchie un peu pyramidale. Tu vois ma question? Oui, complètement, du pouvoir et autres. Comment on peut honorer ça à notre niveau? Je dirais que pour moi, ce qui colle vraiment à l'ère du Verseau, c'est la fraternité. Alors la fraternité et la sororité, mais ces valeurs-là et ces mots-là. Et donc pour moi, ça demande à notre niveau, et Dieu sait qu'on en est loin, d'incarner cette fraternité et cette solidarité. C'est-à-dire que d'être dans cette entraide-là au plus concret, tu vois. Je sais pas, on voit une personne âgée qui peine à traverser, on l'aide à traverser, on voit quelqu'un qui a besoin qu'on lui indique le chemin, et moi je le vois encore plus à Paris, on est tellement, et je l'étais beaucoup plus avant dans ma vie en politique, mais tellement dans notre tunnel là qu'on regarde pas à côté, on n'en a rien à faire. C'est la to-do list, le machin, on est pressé par le temps, égocentré, pressé bien sûr, mais égocentré dans notre petit et donc pour moi, et on est des êtres de lien, on est des êtres de relation, on n'est pas fait, c'est pas possible d'être pleinement indépendant totalement, on est interdépendant, on est tous, ne serait-ce que par l'énergie qui nous relie, tu vois, on est tous reliés.
Donc, c'est pas possible de penser qu'on ne dépend pas de l'autre d'une manière ou d'une autre. Alors, bien sûr, c'est un autre sujet. J'enlève la dépendance affective, mais je parle juste du lien et vraiment de la relation. Et donc, R du Verseau, c'est fraternité. Donc, et c'est à notre petit niveau, au niveau local. Donc, j'en sais rien avec notre voisinage, avec notre famille, avec dans des petits écosystèmes vraiment locaux, déjà de faire régner, de pas regarder le voisin comme notre ennemi, d'enlever cette envie, cette lutte, cette jalousie, cette avidité, juste de regarder le voisin comme son frère et son frère en humanité et qu'en fait c'est que s'il lui arrive un truc à lui, c'est comme s'il arrivait un truc à moi. On a un mantra en yoga qui dit we are we et we are one, c'est-à-dire que vraiment on est un. Et donc, si toi tu te coupes le bras, c'est un peu une partie de moi qui est coupée aussi. Et donc, comment on fait pour que de servir et d'aider l'autre, ça va tout autant nous, il y a cette notion de donner, de recevoir, ça va tout autant nous nourrir nous-mêmes. Donc c'est vraiment de changer vraiment ce paradigme relationnel, hein. Tout à fait. En plus, il y a une étude d'Harvard qui est connue sur le fait qu'on nous sommes des êtres sociaux. Et de mémoire, si je sauf erreur de ma part, on a besoin d'au moins 13 interactions sociales par jour pour être heureux, en fait, pour être vivant, heureux, joyeux, bien dans nos baskets. Complètement. Et du coup, en se coupant aussi avec ce qu'il y a eu depuis 2 ans, on n'est plus du tout, C'est ce que j'allais dire. J'ai envie de dire là, profitons-en que pour l'instant, on n'a pas le masque partout, de sourire, franchement. Et on le disait, on nous l'a dit dans notre formation de coaching, vraiment, souriez au moins à un inconnu par jour, ça change tout. Moi, j'adore parce que les gens, ils s'y attendent pas encore. Alors là, maintenant, on est tellement habitués et juste le sourire. Alors déjà, ça dégage une hormone du bonheur, quoi, clairement. Donc juste de sourire à l'autre, d'entretenir ça. Alors bien sûr, après, on peut me rétorquer que avec tout ce qui se passe dans le monde et les guerres et compagnie et autres, je sais. Moi, juste, je prends pas le parti de me laisser happer par... Je sais que ça existe, hein, je suis pas non plus complètement... mais je veux pas me laisser happer par ça, donc je prône de vibrer autre chose et je prends le pari que c'est par ce que moi je vais apporter que ça va contribuer aussi au niveau collectif. Plus on est nombreux à diffuser, à rayonner cette joie et même si c'est difficile parfois, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres pour nous, pour d'autres, mais ça va élever le taux vibratoire de tout le monde en fait, si on rayonne cette joie et cet amour de la vie. Complètement, c'est... je sais que oui, j'en ai parlé à des personnes qui sont impliquées très directement dans le conflit en Ukraine, qui ont leur famille touchée, etc. Et qui m'ont dit, parce qu'elles étaient prises dans la réaction et dans l'émotionnel, et je le comprends 1000 fois, qui m'ont dit... moi je comprends pas comment chanter des mantras ça peut aider et c'est vraiment d'intégrer cette notion de ce que nous on va changer à l'intérieur de nous, donc de ne pas vibrer la peur, de pas tomber dans l'émotionnel, dans tout ça. Cet impact là il va être démultiplié à l'extérieur et il y a que en prenant soin de son monde intérieur, de son jardin intérieur que vraiment ça va pas se faire comme ça sera pas demain, mais que l'impact futur il sera là, quoi. Il sera là, bien sûr. Merci Marine. Et je parlais de co-création. Je sais que tu es en train de co-créer un bel événement là. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc ce sera dans une belle salle à Paris. Qu'est-ce que vous allez proposer là autour des mantras? Et avec qui? Et avec qui? Ouais, en fait, ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi partager
quand on me dit mais comment je peux faire pour me reconnecter à ce qui me fait vibrer, etc. Et ben je dis, en tout cas moi c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi, c'est de se reconnecter à nos rêves d'enfant, à ce qui juste allumait notre cœur quand on était enfant. Et moi, et ben étonnamment, mais c'était très lié au chant. Moi, c'était à la danse, c'est pour ça que je danse sur Instagram, Et même ben si je voilà. n'ai pas pris plus de 5 années de cours de danse classique quand j'étais gamine, bah je danse quand même, ça me reconnecte à mon Exactement. enfant Et intérieur. ça, l'énergie que t'envoies avec ça, mais Et pourtant, voilà, pas besoin de prendre des non. cours et on s'en fiche. Et moi, la preuve, si ça Toi, peut, c'est le chant. si ça peut donner, tu vois, un bel exemple, c'est que je suis pas chanteuse professionnelle, loin de là. Je prends des cours de chant, oui, mais très récemment, hein, j'ai commencé après le confinement, enfin, tu vois, quand tout a un petit peu réouvert. Donc, mais je me suis dit qu'à cela ne tienne, j'ai envie d'organiser un kirtan, ça s'appelle, donc c'est un cercle de chant, de mantras en présentiel à Paris pour qu'on chante ensemble. Alors moi, à titre personnel, je participe à beaucoup de kirtan parce que j'adore ça à Paris. Okay. Il en existe déjà. Il en existe, ouais. Ouais. Après, c'est parfois dans les écoles de yoga, c'est parfois vraiment des musiciens pros qui les organisent. Et moi, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, j'ai envie, donc je me suis quand même entourée de personnes qui vont m'aider à réaliser ça. Donc il y a effectivement un musicien très 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 talentueux, un guitariste qui est le guitariste de notre formation de yoga dans le Vercors. D'accord. Donc Cyril, il est pour moi quand il joue, il est connecté à quelque chose de plus grand et c'est voilà, il transmet quelque chose avec sa musique qui est juste d'une autre dimension. Et Jean-Baptiste, avec qui je me suis aussi formée au Kundalini, qui lui va nous préparer à un rituel du cacao et une cérémonie du cacao. Et donc là, on va plus être dans la vibration amazonienne. Par les plantes sacrées. Par les plantes sacrées, donc le cacao, pas de crainte hein, à ce niveau-là. C'est vraiment, c'est comme un chocolat chaud sacré. On va le dire comme ça. C'est très doux. C'est vraiment, c'est un chocolat chaud. Bon, il me tuerait s'il entendait ça. Mais en gros, c'est juste pour vous faire comprendre que c'est juste que le cacao et c'est un cacao pur en fait. Il est donc un cacao à 100%, donc il y a un côté très amer. C'est pas le chocolat chaud qu'on va prendre à la terrasse d'un café, mais c'est vraiment pour se connecter à la médecine de cette plante-là qui juste vient ouvrir le cœur. Donc ça amène quoi? Ça amène de la douceur, de la légèreté, pareil, le mental qui vient à sa juste place. Voilà, c'est juste ça, son effet. Et donc, on fera ça au début. Moi, je guiderai une petite méditation. Après, on prendra le cacao. Et après, on se laissera embarquer dans les chants. Oh, c'est magnifique. Est-ce que tu peux dire la date Bien sûr. Et le nombre de personnes Bien maximum sûr. C'est le vendredi 6 mai à Paris, dans le 20e. Il y a 30 places. Tout est sur mon compte. Toutes les infos pour s'inscrire. C'est de 19h à 22h. Donc pendant 3 heures, on va avoir le temps de... Super. Merci pour cette co-création à tous les trois. Alors. Avec joie. Vous allez faire monter le niveau vibratoire. Ouais. Et du coup, ce que je voulais te demander, c'est qu'on voit bien en ce moment qu'il y a quand même deux mondes qui cohabitent. Donc, l'ancien monde, hein, ce qui est en train d'être déconstruit, mais qui est encore très, très, très présent, malheureusement. Et puis, le nouveau monde qu'on est en train de co-construire avec toutes ces valeurs dont on a parlé, cette fraternité, cette sororité qui commence à monter et à être présente de plus en plus. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... C'est pas évident, cette transition, en fait. Et on a l'impression d'être quand même entre deux. Là, on est complètement entre les deux. On est complètement dans cette bascule-là. Et comment le vivre au mieux, en fait? On se sent tiraillé par certains jours, certaines fois. Ouais. C'est vraiment... c'est vraiment cette foi, mais que je détache complètement du religieux, tu vois. Mais
en tout cas moi, hein, ce qui me fait tenir, c'est vraiment cette foi. Après, je me suis reconnectée vraiment à pourquoi je suis revenue m'incarner. Après, si ces notions-là peuvent parler, mais pourquoi, quelle est ma mission, pourquoi je suis revenue m'incarner ici, et donc à cette période. Et donc, comme je sais pourquoi, et ben, ça me permet aussi de traverser les épreuves. Et je dirais que comment peut-être traverser ça au mieux, c'est vraiment de prendre du recul, mais vraiment, vraiment de pas avoir le nez là dans le guidon parce qu'on voit pas tous les paramètres sinon. Donc c'est de prendre du recul. J'aime bien parfois, tu vois, de prendre du recul, de ne serait-ce qu'au niveau temporel, tu vois, de voir à l'échelle de l'humanité ce que ce petit truc-là représente, ben en soi, c'est rien et c'est tout. C'est là où est le paradoxe. C'est tout parce que ce truc-là, ce qu'on est en train de vivre là, on l'attend depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années. Il y a des personnes qui se sont incarnées il y a des milliers d'années, rien que pour apporter aussi ce qu'on est en train de vivre là, tu vois. Notre ami d'il y a 2000 ans, ben, il s'est incarné il y a 2000 ans pour ce qu'on est en train de vivre là. Et du coup, enfin, moi, ça me, je sais pas, ça m'excite, parce que je me dis, mais c'est dingue. Enfin, voilà, il y a plein de grands sages, Lao Tse, tout ça, enfin, Bouddha, qui se sont incarnés vraiment pour nous préparer à ce qu'on est en train de vivre là. Et Jésus, pour ne pas le citer bien sûr, enfin plein. Et c'est pour ça que maintenant je m'éloigne du dogme religieux parce que voilà, parce que ça me parle moins. Tant je mets toutes ces sages là au même niveau. Bon, je m'éloigne un peu, je pars dans mes trucs, mais donc du coup l'idée, ouais, c'est de prendre du recul et de voir l'enjeu en fait de ce qu'on est en train de vivre là, de voir la chance qu'on a de le vivre. Je sais que c'est difficile à croire, mais vraiment on est chanceux de vivre ça. De pas regarder les infos, de pas regarder la télé, de pas se laisser happer par le négatif, par la peur, de vraiment se protéger à tous les niveaux, même au niveau énergétique, de faire ce qu'on... Même, voilà, de se nettoyer, de se purifier, de faire attention à nos relations aussi. À notre corps. À notre corps, vraiment de prendre soin au maximum de l'alimentation, ça demande de prendre soin de soi et donc tout le chemin d'amour de soi, il est important aussi parce que on prend soin de soi à la mesure de l'amour aussi qu'on s'accorde. Mais voilà, c'est toutes ces petites notions-là. Après, là, je plante plein de petites graines et qui peuvent être développées, bien sûr. Mais en tout cas, si je peux vous avoir transmis un peu de mon optimisme pour cette période-là... Je te laisse boire un peu de tisane quand même, Marine. Mais tu vois, tu disais le mot enjeu. C'est quoi l'enjeu concrètement du coup? Surtout là, il y a les élections, le premier tour dimanche, le deuxième tour dans 2 semaines. Tu me dis quand est-ce que je me mets à parler de mes trucs? Il est où l'enjeu là? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre collectivement? Et là notamment dimanche. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, alors si on parle déjà de politique, il y a beaucoup de gens qui se sentent désabusés, qui ne veulent même pas aller voter. Moi, autour de moi, les gens allaient voter d'habitude et là, ils veulent même pas se déplacer. Donc voilà, quel est l'enjeu de point de vue un peu global et puis précisément pour les élections c'est vrai que moi aussi, hein, même dans mon entourage proche, je suis confrontée à cette désillusion profonde du monde politique et moi-même, hein, pour y avoir vécu, pour avoir vraiment œuvré, ben voilà, j'en suis partie et moi-même, je me reconnais pas. Tant les égos sont trop forts en fait et plus on est connecté à cet amour et à cette flamme et à ce cœur et à tout ça, moins on se reconnaît dans ces personnalités-là. Mais l'enjeu, il est
ça va être dur de rassembler mes idées tant j'ai de choses et j'ai posé des petites questions, donc j'ai préparé... C'est le seul sujet pour lequel t'as écrit des choses. Oui, sinon, j'ai pas besoin. Non, vous voyez, ça traverse tout seul. Mais là, j'ai mis une petite boîte à questions sur mon compte hier parce que j'avais besoin de sentir le pouls par rapport aux élections, par rapport à ce que les personnes ressentaient, traversaient. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude. Ce que je voudrais peut-être dire, puis je pense que l'enjeu, il va découler de tout ce que je vais vous dire. Ce que je voulais dire en priorité sur ce sujet-là, c'est que j'ai pas la vérité absolue, que chacun a ce qu'on appelle sa carte du monde. Donc chacun c'est ce dont on parlait avec les croyances et tout, chacun a sa vision du monde, chacun a sa réalité, et donc notamment en termes politiques, chacun a sa vérité. Et si on est comme ça va être très 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 dur d'aller voir là, vraiment. Donc moi, jamais je vous dirai pour qui voter, jamais je vais pas du tout citer de nom. Et l'important, c'est que vous soyez libre. Hein. On a notre libre arbitre. Donc, l'idée, je vais juste essayer de vous amener à voir au-delà et à essayer de... Parce que il y a plusieurs choses à dire dans tout ça, mais comme je voyais que voilà, il y avait beaucoup de stress, d'angoisse, d'inquiétude, j'ai vu à quel point la peur était très présente. Et donc la peur emmène quoi? Emmène des choix et des décisions du mental, de l'ego, et absolument pas connecté au cœur. Et encore une fois, c'est pas un jugement, je le comprends. Et en fait, j'ai beaucoup vu cette notion de vote utile. J'en ai beaucoup entendu, beaucoup lu, beaucoup entendu parler. Seulement, je pense qu'on n'a pas forcément la même notion du vote utile. C'est-à-dire que pour moi, la seule chose que je vais vous dire, c'est que ce que je ressens profondément, c'est de ne pas voter pour l'équipe qui a été en place pendant 5 ans. Voilà, ça je le dis cash parce que moi je l'ai expérimenté à titre personnel dans la gestion de la crise sanitaire qu'on a eue. Je ne remets pas en question cette crise-là, hein. On en avait besoin, on avait besoin de la vivre. Je remets en question la manière dont elle a été traitée. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que voilà, quand on est au pouvoir, on est confronté à un certain nombre de choses, mais si on compare avec d'autres pays, la gestion de la crise, elle a été beaucoup plus liberticide. Merci pour le petit pouce levé. Elle a été beaucoup plus liberticide que dans d'autres pays. Donc moi, la seule indication que je peux vous dire, et de ce que je ressens et de ce que j'ai pu lire en guidance, de ce que Cécilia a pu partager aussi sur son compte, l'équipe actuelle a beaucoup de plans pour les 5 prochaines années qui ne vont absolument pas dans le sens de l'évolution de notre humanité d'un point de vue naturel, d'un point de vue humain, fraternel, on en parlait, humaniste. Voilà. Et donc, qui dit vote utile dit d'accepter de reconsidérer des choses qu'il y a 5 ans, on aurait pu considérer comme étant ahuries, impossibles. Et on en a beaucoup parlé en off avec Cécilia, et à la limite, si certaines personnes veulent me contacter en privé, on peut en parler, mais voilà, il y a des choses que vous comprendrez que je peux pas dire publiquement. Mais voilà, l'idée c'est juste d'accepter, et on en a parlé pendant tout ce live, hein, d'ouvrir le champ des possibles. Il y a aussi un terme, moi, qui me parle beaucoup, qui est celui de la justesse, qui me guide beaucoup, c'est-à-dire que œuvrer et être dans le juste, c'est à l'instant T quelque chose, c'est l'équilibre, c'est-à-dire quelque chose qui, il y a 5 ans, pouvait paraître
parce que je suis d'accord qu'il y a 5 ans, il y a 5 ans, on n'avait pas vécu le Covid, on n'avait pas vécu tout ce qu'on a vécu. Ce qui était impensable il y a 5 ans peut être reconsidéré aujourd'hui parce que l'enjeu, quand même, tu me demandais, l'enjeu, c'est que notre humanité sombre profondément dans des dérives liberticides, j'en parle même pas, transhumanistes, climatiques, voilà, etc., etc., etc. Donc, il y a un mot aussi que je voulais avoir parce que j'ai vu passer ces choses-là au niveau du vote blanc ou de l'abstention. Donc, toutes les personnes, bien sûr, désabusées, ne veulent pas aller voter et croient, et je les comprends, que ça va être un marqueur, tu vois, de montrer qu'ils ne s'intéressent plus à la politique, sauf que... Ils ne sont plus en accord avec le système. Alors, moi, tu vois, je crois que je serais d'accord avec ça si vraiment on avait la certitude que je suis pas très bonne élève, je sais même pas combien on est d'électeurs, mais je crois qu'on est à peu près... 48 millions, voilà. J'ai vu passer. Donc que les cinquantaines de millions, tous le fassent. Mais je sais pertinemment, et on n'en est pas encore à ce stade-là d'évolution, donc clairement tout le monde ne va pas le faire. Donc ça ne sert strictement à rien, parce que qui dit vote blanc dit qu'on va du coup... Vote blanc, c'est de mettre, de rien mettre dans l'enveloppe, de quand même aller voter, mais de rien mettre, ou un non barré. Ça, c'est blanc. Donc ça, c'est blanc. Donc ça, ça soutient juste les candidats majoritaires. Oui. Donc finalement, ça n'a pas d'intérêt parce qu'on soutient quand même quelqu'un d'une certaine manière. Et l'abstention, pour moi, c'est remettre son pouvoir complètement, c'est perdre sa responsabilité, c'est remettre son pouvoir dans les mains de l'extérieur. Et donc, vraiment, et je vous assure que je me suis longtemps posé ces questions-là, mais en fait, je réalise l'enjeu aussi, là, que tu me demandais, c'est le maintien de la démocratie. Et comment le dire? Mais parfois, c'est pas forcément les personnes qu'on croit les plus extrêmes qui vont forcément le plus compromettre la démocratie. Je tourne vraiment autour du pot pour dire les choses, mais en fait, notre démocratie, elle est déjà bien bafouée en ce moment, et on peut avoir tellement la tête dans le guidon, tellement ne pas vouloir voir que voilà, tout simplement, ces choses-là, on n'en a peut-être pas forcément conscience. Donc, merci beaucoup. Non, bravo Marine. C'est pas forcément simple de dire ces choses-là parce que je sais à quel point, et on en parlait encore en off avec Cécilia, je sais à quel point c'est pas forcément entendu et compris, et voilà, et les personnes qui me connaissaient de politique de l'époque vont me prendre pour une tarée, mais je m'en fous. L'idée, l'enjeu, c'est de maintenir la démocratie, et donc, je parlais de cette histoire d'abstention. Là, pour moi, l'enjeu crucial, c'est de maintenir ce droit de vote qui, potentiellement, un jour, va pouvoir sauter, tu vois. Donc, pour moi, c'est crucial. On a encore, et nous, les femmes, on s'était battues pour l'avoir. Il y a encore quelques années, c'était pas le cas. On a obtenu le droit de vote en 45. Voilà. C'était hier, c'est hier. Donc, l'enjeu, pour moi, c'est vraiment le maintien de la démocratie, le maintien de ce droit de vote. Et je disais à Cécilia, mes propres parents ne veulent pas aller voter, donc je sais ce que c'est. Il va y avoir un fort taux d'abstention, mais si je peux, ne serait-ce que pour les quelques personnes qui verront cette vidéo, vous convaincre d'aller voter et vous convaincre de sortir des étiquettes. C'est ce que je disais à Cécilia, de sortir de la peur, de sortir des étiquettes. Et j'ai vu aussi la notion de j'en ai marre de voter contre et de ne pas voter pour. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je vous confirme que là, et
si on fait un bon vote là, en 2022, je pense que dans 5 ans, on pourra voter pour, clairement. Il y aura Mais enfin un candidat exactement. qui fait passer les intérêts des citoyens, des Français, de nous, avant l'amour du pouvoir, en fait. Exactement. Mais là, je vous jure que je pense que c'est la dernière fois, mais là, c'est important de voter contre. Mais attention. On vote quoi alors, le moins pire? On vote le moins pire, effectivement, mais attention de revoir les critères du moins pire. Voilà, je vous mets juste en alerte de ça. Donc l'important, là, ça va être de voter contre pour que dans 5 ou 10 ans, on puisse vraiment avoir cette joie de voter pour. Et peut-être que moi, ça me donnera envie de retourner en politique à ce moment-là. Parce que voilà, là, pour l'instant, c'était plus ma place. Et donc, je check un petit peu ce que je m'étais noté. Oui, on m'a demandé... y aura-t-il un réel impact? Ben oui, je pense à quel niveau? D'aller voter. Ah oui. Oui, là je pense que je vous ai démontré à quel point, oui, moi je crois que si tous les abstentionnistes là vont voter, oui, il y aura clairement un impact, que effectivement le vote ne fait pas tout. On parlait aussi du changement intérieur, de ce qu'on doit nourrir au niveau intérieur, et j'ai envie de dire aussi que pour moi, le plus grand des pouvoirs, il est au niveau du portefeuille, de la consommation et de la carte bleue. Et donc, l'autre bulletin de vote, il est clairement dans où on met notre argent. Et ça, tu me posais des questions dans l'interview écrite, mais voilà, clairement, quels intérêts aussi on va venir servir avec nos achats, quel lobby, Donc il y a aussi, pour moi, le deuxième bulletin de vote est peut-être le plus important, il est là. Et qu'est-ce qu'on vient nourrir avec notre argent? Et moi, je dis toujours, et j'en parlais avec mes parents très récemment, je parlais de la notion des bouteilles d'eau qui, eux, consomment des bouteilles d'eau. Donc moi, ça me semble en plastique, ça me semble absolument aberrant maintenant. Mais voilà, je leur disais, imaginez que demain, plus personne n'achète de bouteilles d'Evian et compagnie. Ben, clairement, la société, elle fait faillite et c'est fini, quoi. Et du coup, c'est toutes ces petites choses-là à notre niveau, parce que j'ai aussi eu la question de et l'urgence climatique, écologique dans tout ça. Donc là, je voudrais aussi mettre en alerte que attention, le parti écolo ne va absolument pas traiter ces questions-là comme on a potentiellement l'espoir. J'ai envie de dire aucun parti. Pour moi, là, cette notion écolo, elle est vraiment, pour l'instant, à gérer au niveau personnel à notre niveau. Vraiment, vraiment, vraiment. On aurait envie quand même de bien mettre sûr. cet espoir-là, mais ça correspond pas à la même vision écologique qu'on a nous, individuellement, en fait. En fait, les grands partis... notre système, il est gangréné par la notion de parti politique, parce que les partis, il y a des enjeux financiers énormes, il y a du coup des assises médiatiques des gros partis, et donc ça fausse complètement la concrétisation réelle d'idées. C'est parce que voilà, il y a un enjeu financier tel, donc on en sortira petit à petit au fur et à mesure, mais du coup... le parti écolo, il s'est trop rapproché d'un parti de pouvoir qui fait que voilà, il y a trop de notions économiques. Donc pour moi, la thématique et j'entends vraiment, et le rapport du GIEC l'a montré là il y a quelques jours, j'entends l'urgence climatique et clairement on a tous notre responsabilité là-dedans. Mais pour moi, c'est avant tout au niveau local et vraiment, je vous dis, si chacun à son niveau n'achetait pas certaines choses, en fait, c'est là... Ça changerait beaucoup déjà. Donc on a chacun un pouvoir énorme. On a un pouvoir énorme si on accepte de le voir et en fait... et oui, il y avait une notion que je voulais dire par rapport à l'équipe actuelle, c'est que
Moi, j'ai vécu sous le joug, pas longtemps, hein, mais d'un pervers narcissique au niveau personnel. Donc, et je sais que toutes les personnes qui l'ont vécu, du coup, se reconnaîtront là-dedans et peut-être ne laissent pas passer certaines choses pour ça. C'est-à-dire que quand on l'a vécu et quand on l'a ressenti dans sa chair, on sait comment se comporte un pervers narcissique et on sait du coup quels sont ces techniques de manipulation, ces mécanismes. Donc voilà, l'idée, là encore, je vous plante plein de petites graines et je crois que c'est le terme qui te vient quand on te parle de l'équipe en place, notamment ces techniques, ces mécanismes de manipulation. De manipulation des masses où en fait, sous couvert de vous donner une liberté apparente, en fait, on vous verrouille toutes vos libertés autres. C'est-à-dire que, et voilà, je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'il y a eu par rapport au vaccin et compagnie, mais c'est ça. C'est-à-dire que sous prétexte d'une liberté apparente avec un QR code, on a verrouillé tout le reste, vraiment. Et du coup, il est là l'enjeu. Il est là l'enjeu, c'est est-ce que c'est de cette vie-là dont vous rêvez, dont vous avez envie pour vos enfants? Est-ce que c'est ce monde-là qui vous fait rêver? Moi, pas. Et qui vibre juste. Et qui vibre juste ici, effectivement. Et il est là le vrai saut de la foi. Il est là le vrai saut de la foi, c'est de prendre la responsabilité de ce vote de dimanche, de pas forcément savoir ce qu'il en sera concrètement, mais juste d'avoir la foi et de se laisser porter. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si bien sûr vous avez des questions, même si je sais que ce sujet est tabou et difficile, mais je suis là pour y répondre. Merci et je prends aux auditeurs de te contacter en privé si besoin. Oui, merci de faire cet appel, de lancer ça. Ouais, je pense que c'est important. J'ai vraiment envie de pouvoir apporter ma contribution de cette manière-là, puisque j'œuvre plus concrètement dans ce monde-là, mais je pense que c'est important qu'on mesure vraiment le poids de ce week-end. Donc moi, pour clôturer cette interview, Marine, on a été très bavarde. J'ai tellement de questions encore, mais je me restreins. Mais quand même, pour clôturer autour de l'enjeu actuel, de la politique des élections françaises, etc. Mais pour mettre ce nouveau monde et ce côté visionnaire à l'intérieur, du coup, toi, je vois que tu as de la foi, sans parler du côté religieux, mais cette foi, cette confiance en la vie, en notre pays, aux citoyens, en l'humanité, etc. Et par rapport à ce système politique, est-ce que tu as espoir? Oui, je résume, mais comment tu vois l'avenir politiquement? Est-ce que tu crois qu'il va falloir recréer des systèmes? Si oui, comment? Est-ce que ça va partir du local, du bas? Voilà, je suis très curieuse d'avoir ton avis sur ça. Ouais, je pense qu'effectivement, à terme, alors ça, pour le coup, honnêtement, ça sera pas le prochain mandat, ça sera peut-être pas celui d'après. Enfin, ça va se mettre en place progressivement. Déjà, on va pouvoir voter pour bientôt, si on fait bien les choses dimanche. Et surtout, voilà, je pense qu'à terme, plus l'éveil des consciences aura pris sa place, plus ça nous semblera complètement... Une petite question? Non, merci pour m'être autant livrée. Avec joie. Avec joie. Plus l'éveil des consciences aura pris cette place-là, plus ça nous semblera inconcevable, mais vraiment, vous le ressentirez dans votre chair et dans vos tripes, d'élire quelqu'un qui est gouverné par son ego. Juste, ça sera pas possible, ça nous semblera... Donc, petit à petit, on va se tourner vers ce qu'on appelle des conseils de sages. Donc, vraiment, il y aura des personnes qui gouverneront par leur sagesse. Donc, comme si, Jésus, Bouddha, etc. Et ce ne sera pas des Jésus-Bouddha, ce sera d'autres personnes, mais modernes, étaient autour d'un conseil. Donc typiquement, ces personnes-là,
elles sont pas gouvernées par l'amour du pouvoir, elles en ont rien à faire, elles sont tellement à un niveau d'éveil, de lumière et tout ça, que ce qui compte, c'est vraiment de maintenir cette humanité, cette fraternité. Donc, elles ne sont gouvernées que par des valeurs citoyennes, des valeurs d'amour, de justesse, d'harmonie, de beauté, de bienveillance, d'abondance. Enfin, je peux citer toute la liste. Et donc, ces personnes-là, elles poseront juste le cadre, les intentions, et après, ça sera directement disséminé dans le local, tu vois. Je pense qu'il y aura beaucoup moins de strates comme ça. Je parlais de La Belle Verte, tu m'as demandé des conseils de films. Le film, oui. La Belle Verte, en plus, c'est en ligne, gratuitement sur Internet. Je vous le conseille tellement. J'ai adoré le regarder là récemment. Et en fait, il fonctionne comme ça. Des petits conseils locaux et puis qui sont gouvernés par un conseil de sages. Et donc, voilà, moi, je pense que c'est ça l'idée. Vers quoi on tend. C'est ça vers quoi on tend, mais voilà, peut-être dans 100 ans. Après, je vous dis, franchement, à l'échelle de l'histoire de notre planète entière, ce qu'on est en train de vivre là, c'est microscopique. Donc, du coup, voilà, ça va s'étendre aussi. Il faudrait, je sais pas pourquoi j'aime bien, mais il faudrait peut-être même qu'on se présente de notre côté, qu'on aille participer à la vie politique de notre village, de notre ville, et qu'on commence à s'intéresser au lieu de faire l'inverse. Au lieu de se désintéresser. Oui. Bah, tu vois, moi, mon mouvement actuel, il est là-dedans. C'est-à-dire que, pour la faire courte, voilà, je suis vraiment allée plonger dans mes ombres en novembre, décembre, janvier, février, là, et à partir de mars, j'ai commencé à avoir cette prise de conscience que, ok, c'est bien, je suis partie dans mon truc, j'ai rencontré des personnes formidables, etc. Mais maintenant, mon rôle, il est peut-être de venir recoller les deux mondes. Donc ouais, moi, je ressens pleinement ça. Après, justement, c'est aussi ce que j'aime à travers Instagram et à travers mes réseaux, c'est de pouvoir petit à petit disséminer ça, que chacun, après, par le bouche à oreille, que chacun en parle autour de lui, qu'on fasse notre part de colibri, du coup, mais effectivement, quand même, de rester inséré d'avoir un pied dans le game. Dans le game, c'est clair. Dans la vraie vie. C'est clair. Et chacun à notre niveau. Et franchement, c'est là où moi, je trouve que chacun a sa place. Et quand chacun est à la bonne pièce du puzzle, mais laisse tomber la symphonie de malade que c'est. Et du coup, j'en sais rien, l'esthéticienne, elle a sa place parce qu'elle va faire un soin, qu'elle va rendre belle que la personne va se sentir belle. La boulangère, elle a son rôle. Et comme ça, chacun, on tisse et on maille à notre niveau. Et donc, et oui, clairement, ça sert à rien. On n'en est plus à l'époque d'aller s'isoler dans une grotte pendant 40 ans, même si de temps en temps, j'aime bien aller dans le Vercors, m'isoler un peu. Mais j'ai compris que mon rôle, il n'était pas de m'isoler dans une grotte. Mon rôle, et notre rôle, il est d'œuvrer concrètement dans le monde. Et de mettre de la lumière dans les secteurs qui en ont besoin. Parce que moi aussi, j'ai eu le syndrome d'aller, de partir de Nice et d'aller ouvrir un écolieu avec mon mari. Et il m'a dit non. Écoute, on va rester là dans le game et on va mettre de la lumière où il faut. Parce que si tout le monde s'en va, on fait comment en fait ? Bah ouais. Et il avait raison. Et ouais. Il a raison. Donc voilà, il a calmé ces impulsions d'envie de fuir en fait. C'est exactement ça. C'est ce mot-là. C'est la fuite. Et en fait... Après, il faut aussi des écolieux et il y a des endroits que j'adore. Et il y en a un que j'ai envie d'aller découvrir très vite. C'est celui qui a créé Mallory Malmaçon avec Marc de la Ménardière. Voilà, il y a des écolieux extraordinaires et je les en remercie d'avoir eu le courage et d'avoir mis leur énergie pour créer ces lieux à haut niveau vibratoire. Mais on ne peut pas tous faire ça. Non. Même si, là, ça m'amène juste sur la notion de communauté, parce que justement, dans cette idée de la suite, tu vois, de conseils des sages, d'ère du Verseau, de fraternité, je pense qu'on va beaucoup moins, mais encore une fois, à échelle de centaines d'années,
vivre dans notre système là, tu vois, dans nos petits appartements, dans nos petites maisons très individualistes, avec la famille centrée. Je pense qu'on va beaucoup plus fonctionner sur des systèmes de communauté et qui aura là forcément beaucoup plus ce lien et cette entraide. Et c'est ce que j'aime dans ces écolieux, dans ces communautés. Au lieu d'être autres, divisés dans des appartements, voilà. chacun isolé, mais Ouais. vivre ensemble en Ouais. fait. Et partager certaines Ouais. pièces, partager un potager, partager un jardin, Voilà. partager... Une salle commune où on fait des cercles de parole, ce genre de choses. Où, voilà, enfin, ça c'est l'avenir, c'est sûr. Et à nous de le co-créer Ouais. petit à petit. Ouais. Merci Marine. Merci de t'être autant livrée sur ton parcours, tes expériences, tes prises de conscience, sur ton avis par rapport à l'enjeu actuel, politique et autres. Merci, mais du fond de mon cœur. Allez, c'était un beau moment. J'espère que ça va pas faire des gros grésillements de micro, mais Merci à vous tous et toutes merci d'avoir écouté Marine et j'espère que ça a résonné en vous, que ça vous a peut-être inspiré. Et en tout cas, n'oubliez pas que voilà, qu'on est tous là avec notre lumière, notre amour et qu'on a un pouvoir, le pouvoir de le diffuser autour de nous. Et qu'on est là pour une bonne raison. Et ça, ressentez-le juste au fond de vous. Il n'y a pas besoin de mettre des mots dessus, mais on est là pour une bonne raison. On a clairement notre place, notre pouvoir. Et voilà, si en replay, vous voulez nous laisser des petits mots ou voilà, encore poser vos questions. Merci de ta Avec joie. disponibilité. Merci à tous ceux et celles qui se sont connectés, Claire, Laurence, Elodie. Merci pour vos petits messages. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci. À très vite. Pas vu le temps passer, hein. Prenez soin de vous, prenez soin de votre lumière. On vous aime. Gros bisous.